À la une de l'actualité, cette élection qui a déchaîné les passions à Saint-Pierre. Entre joie et déception, la victoire de Christian Raffa a beaucoup ému la commune qui passe donc aujourd'hui l'arme à droite. C'est l'indispensable de l'animateur de centre de loisirs, le BAFA, un diplôme pour lequel une quinzaine de Lorinois sont retournés sur les bancs de l'école ce matin, au programme sécurité et technique d'animation, entre autres. La question s'est posée entre les murs de Sciences Po Paris. Que faire quand on est diplômé ultramarin dans l'Hexagone? Rester, partir ou rentrer au pays? La volonté du retour, vous le verrez, ne suffit pas toujours. Même bardé de diplômes, pas facile de revenir chez soi. Enfin, c'est une ville où il faut marcher les yeux rivés sur le sol. À Fort-de-France, de plus en plus de piétons se plaignent de l'état des trottoirs. Une menace permanente avec à la clé des entorses de la cheville. Et notre invité, vous le voyez, ce soir sera le nouveau maire de Saint-Pierre, Christian Raffa, avec qui nous reviendrons sur cette soirée électorale, bien sûr. Bonsoir à tous, très heureuse de vous accompagner pour cette heure d'information. On démarre tout de suite avec cette conférence de presse qui s'est achevée il y a un peu plus d'une heure à la Sarraz. Les cadres de la raffinerie qui étaient en grève il y a quelques semaines ont rassemblé les médias afin d'annoncer qu'ils maintenaient leur préavis de grève. La semaine dernière, la commission interministérielle promise par le préfet est venue analyser, comme convenu, les conditions garantissant l'avenir de la raffinerie. 3 experts qui doivent rendre leur rapport dans quelques semaines. En attendant, les salariés maintiennent la pression. Écoutez les précisions du porte-parole de la CFE-CGC. Il répond à Volana Razafi-Manonsoa. Le rapport de cette mission devrait sortir, en tout cas pour ces mandants, donc le 10 avril. Et nous allons rester très vigilants sur les suites qui seront données à l'ensemble des propositions qui seront formulées dans ce rapport. Donc il est évident que nous pas qu'à acheter chat en sac et que nous allons donc maintenir notre préavis de grève que je rappelle illimité. Il ne s'agit pas non plus d'alarmer la population de la Martinique, ni de la Guadeloupe et de la Guyane. Par contre, il est évident qu'à la sortie de ce rapport et sur la base de ce rapport, les solutions qui seront mises en place, nous allons donc avec bien évidemment nos camarades analyser les propositions concrètes qui sont faites par le gouvernement et envisager des actions et en tout cas faire remonter notre mécontentement, ça c'est sûr. Et toujours au chapitre social, notez que 11 salariés de la mutuelle UFR ont comparu aujourd'hui devant le tribunal de grande instance de Fort-de-France, assignés par le directeur général de l'entreprise pour avoir bloqué l'accès aux locaux du Robert. Le verdict sera rendu demain midi. Et puis pour refermer ce bloc social, pour être complet, ajoutons qu'après 2 heures de médiation, le conflit de la fourrière départementale n'a toujours pas trouvé d'accord. La CSTM mène ce mouvement depuis maintenant 2 mois. La CSTM qui a d'ailleurs prévu un mouvement de grève générale demain matin pour dénoncer, comme en Guadeloupe la semaine dernière, le climat social difficile en ce moment. Seul soutien pour l'heure, l'USAM, l'Union des syndicats autonomes de Martinique, qui envisage donc de se joindre au mouvement lancé par la CSTM. En politique, 115 voix d'avance. Voilà comment Christian Raffa a remporté l'élection municipale de Saint-Pierre hier soir. Une vague jaune euphorique a donc déferlé sur la mairie dès les premières estimations. De leur côté, les partisans de Raphaël Martine, déçus et en colère, se sont rassemblés devant le QG de campagne de leur champion pour trouver du réconfort. Retour sur cette soirée riche en émotions avec Volana Razafi-Manonsoa, Hélène Renaud, Michelet François et Daniel Rano. La vague jaune et bleue envahit le parvis de l'hôtel de ville. La foule est tellement dense que le vainqueur de l'élection municipale de Saint-Pierre peine à se frayer un chemin à l'intérieur de la mairie. Chants, embrassades, les supporters laissent éclater leur joie. Mon Dieu, madame, je suis tellement bien. Je suis, mon Dieu, qui ça vous me dit encore? Moi, pas même ça. Je suis contente, contente et contente. Il y a longtemps que nous attendons ça à Saint-Pierre. Trop longtemps.
Maintenant, nous sommes délivrés. Selon les résultats officiels, la liste d'hiver droite menée par Christian Raffa a obtenu 1518 voix contre 1403 bulletins pour le maire sortant. Plus d'une centaine de voix d'écart qui mettent fin aux 14 années de mandature de Raphaël Martine. On a prouvé à la population de Saint-Pierre qu'il y a eu un changement sans mérite dans la commune et nous avons travaillé pour ça et nous allons leur montrer que maintenant, on va commencer à travailler pour eux. J'appelle aussi à la réconciliation parce que les familles sont divisées, chaque famille est divisée. On s'est dit des choses qu'il ne fallait pas dire. Au quartier général de Raphaël Martine, la déception et la colère l'emportent et le candidat déchu peine à calmer les esprits. Je note que nous avons su résister en la mandat PPM, aux alliances contre nature. Nous avons résisté au pouvoir de l'argent, aux acheteurs de conscience qui ont distribué à la veille de l'élection des cadeaux et des avantages en nature. Le clan de Raphaël Martine est convaincu que la victoire de Christian Raffa est due à Serge Letchimy. Pour eux, le fait que le président du PPM, parti de gauche, soutient la liste d'hiver droite de Christian Raffa est vécu comme une trahison. Le président de région, il mène une stratégie de conquête au fur et à mesure de toutes les communes, de toutes les villes. Et Saint-Pierre représente un enjeu stratégique important. La vraie raison de cette intrusion en force du néo-PPM dans Saint-Pierre, c'est tout simplement la perspective de la collectivité unique en décembre. Les partisans de Raphaël Martine l'assurent, le combat continuera dans le camp de l'opposition. Ça ne pas nécessairement. Parce que si c'est un livre qui était écrit et puis M. Letchimy qui a dicté et puis qui a marché, ok? Mais dit comme ça, il faut savoir qu'il y a ici, que nous parlons Saint-Pierre. Et nous péquons Saint-Pierre. À Saint-Pierre, les élections municipales ont déchaîné les passions. Près de 74% des Pierrotins inscrits ont exprimé leur voix lors du second tour, contre 69% au premier tour. Et le nouveau maire de Saint-Pierre, Christian Raffa, est donc avec nous. Bonsoir Christian Raffa. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Alors, on vous a vu plein d'émotions hier soir, mais avec une certaine retenue. Comment vous vous sentez ce soir avec un peu de recul ? Un peu fatigué, mais déjà dans l'action, parce que certains contacts ont été déjà pris ce matin. Je gère entre les nombreux messages de félicitations, les médias et la prise de contact pour préparer l'investiture de dimanche. Et déjà, je suis dans le sens de l'action parce que je suis un petit peu programmé comme ça. C'est une victoire un peu à l'américaine, hein. Longue lutte judiciaire, campagne difficile et vous voilà maire. Comment vous avez vécu cette année 2014 et les 3 premiers mois de 2015 là ? Comme j'ai vécu pendant mes 12 années dans l'opposition, enfin dans la minorité, c'est-à-dire que je ne suis pas homme à être programmé je suis programmé pour ne pas déserter les responsabilités. Donc quand je sens que la mission est de s'engager, je vais jusqu'au bout. Là, il était question l'année dernière de faire respecter les électeurs, les bulletins des électeurs qui avaient été détournés. Donc nous sommes allés jusqu'au bout, jusqu'aux plus hautes juridictions françaises pour faire reconnaître qu'il y avait irrégularité. Ça a été le cas et les pendules ont été remises à l'heure. Quand j'entends dire que nous devons notre victoire au PPM, c'est totalement faux. Le ballottage de la semaine dernière était déjà une remise à l'heure, une remise, comment dirais-je, en ordre des choses. Et nous n'étions pas à ce moment-là en alliance avec Mme Sesto, puisque c'est de ça qu'il s'agit. Au deuxième tour, Mme Sesto ne pouvant pas se maintenir, nous a soutenus avec effectivement son parti, mais je ne crois pas que ce soit une victoire du PPM. C'est une victoire de Pierrotins rassemblés, d'une liste d'ouverture, effectivement adossée maintenant à l'ensemble pour une Martinique nouvelle, qui va nous aider à aller surtout satisfaire les attentes des Pierrotins. Vous parlez des Pierrotins, de Pierrotins rassemblés. On a entendu dans ce reportage qu'il y a eu effectivement beaucoup de divisions, même au sein des familles. Il y a quand même 1403 Pierrotins qui ont voté pour Raphaël Martine, qu'il va falloir convaincre, qui n'étaient pas du tout convaincus par votre liste et par votre capacité à endosser ce rôle de maire. Comment vous allez réussir à les convaincre, à séduire ces Pierrotins-là? Est-ce que vous n'avez pas peur de cette division? Absolument pas, parce que je crois qu'elle est totalement artificielle. Beaucoup de mots très durs ont été employés à mon encontre, à titre personnel. C'est ce qui ressort aussi dans les propos de mes sympathisants. Donc ça fausse un peu les réalités. Donc maintenant, nous allons prendre en charge toute la population pierrotine. Je me sens le maire de tous les Pierrotins. Mon équipe est préparée à s'occuper de l'ensemble de la population. Donc
La démonstration sera faite progressivement, la pédagogie autour de cette nouvelle posture sera faite, et je crois que petit à petit, les Pirotins, les familles vont reconnaître que nous sommes là pour les servir toutes, et les choses vont entrer en ordre progressivement. Si l'opposition veut se mettre au travail avec nous, elle sera bienvenue. Nous allons démontrer que nous sommes des démocrates et prêts à rassembler la population autour des objectifs et des vraies préoccupations des gens qui souffrent dans cette ville. Alors l'opposition, justement, hier soir, je vous demandais d'adresser un mot à votre adversaire, Raphaël Martin. Vous me disiez qu'il était trop tôt, on était en direct sur ATV, évidemment. Qu'en est-il aujourd'hui? Est-ce que vous avez peut-être un mot? Est-ce que vous avez le recul nécessaire? Oui, c'est déjà commencé, puisque je vous ai dit, si l'opposition veut se mettre au travail avec nous, elle est la bienvenue. Nous n'avons rien contre les personnes. Nous allons être des démocrates, respecter leurs droits, respecter la loi, ce qui n'a pas toujours été le cas pour nous. Et nous avons une charte d'ailleurs que tous les colistiers ont signée, qui nous engage devant la population. Donc voilà, nous sommes là pour travailler pour des Pirotins. Les cancans de campagne auxquels nous avons été obligés de répondre quelquefois, parce que selon la règle qui ne dit rien consent, il fallait rectifier certains propos qui étaient très durs à notre encontre, la population le sait, mais ça n'était pas une volonté pour nous de faire de la politique cancanière. Ça n'est pas mon style. Je vous dis, je suis plus programmé pour l'action, pour la prise de responsabilité que pour les combats politiciens. Alors justement, mais il faut passer par là pour quelquefois prendre en charge les vrais problèmes. Quelle sera votre première action, votre premier chantier pour la commune? Déjà, je vous ai dit, rentrer en contact avec les instances qui nous entourent, l'État, par le biais de la préfecture, la collectivité régionale, départementale, pour ouvrir les dossiers, parce qu'on ne m'a rien laissé. Les tiroirs sont vides. Il va bien falloir aller à l'information, notamment concernant la situation financière de la commune. Ensuite, rencontrer, dès que je serai investi avec mon équipe, l'équipe municipale, les employés de la municipalité, pour analyser les problèmes, réorganiser les services qui ont été déstructurés et faire en sorte qu'ils puissent avoir les moyens de servir ce que la population attend, c'est-à-dire nettoyer la ville, les services administratifs doivent fonctionner au service de la population, les services sociaux doivent aussi remplir leurs fonctions, et ensuite travailler sur des dossiers plus lourds progressivement. On parlait tout à l'heure du PPM qui vous a soutenu. Vous êtes, vous, du Parti régionaliste martiniquais, à droite, félicité logiquement d'ailleurs par l'UMP aujourd'hui. Quelle sera la place de Mme Sesto-Gustave dans votre équipe, et elle qui vous a soutenu avec le PPM, qui a peut-être aussi contribué à votre victoire? Quelle sera sa place dans cette mise en place? Elle n'a pas pu, et je tiens à la féliciter et à saluer son courage de s'être lancée dans ce combat très très dur, parce qu'elle a subi aussi. Elle a eu peur à un moment donné, parce que je vous dis, nous avions en face de nous des adversaires déterminés. Elle n'a pas pu se maintenir, donc je n'ai pas pu lui ouvrir une place sur notre liste en tant qu'élu, mais effectivement, autour du conseil municipal, il y a des instances dans lesquelles elle pourra, par exemple, la commission finance, je ne sais pas si elle l'acceptera, mais il y a des places pour tout le monde, dans tout ce qui entoure les fonctions municipales en tant qu'élu purement. 12 ans que vous rêviez de ce mandat aujourd'hui, comment... C'est un aboutissement pour vous? Je vous ai déjà un petit peu orienté. Je ne rêvais pas d'un mandat, parce que je n'ai pas attendu un mandat pour commencer à travailler. D'ailleurs, c'est ce qui m'est reproché. Parce que, vous savez, quand vous êtes frustré quelquefois, quand vous voyez que des choses peuvent être faites et qu'elles ne sont pas faites. Donc, je vous l'ai dit, je suis un homme de l'action. Donc, j'ai dû agir quelquefois sans attendre d'être élu. Et on m'a demandé pourquoi je le faisais, parce que ça pouvait profiter à ceux qui étaient en place. Malheureusement, je le dis, ils n'ont pas pu... ils n'ont pas su ou n'ont pas voulu en profiter, alors que mon objectif, c'était simplement... Je prends l'exemple du transport intra-urbain, qui n'est pas allé jusqu'au bout. Je prends l'exemple de la défiscalisation dans le cadre de la loi d'orientation pour le développement économique de l'outre-mer, où j'ai demandé des mesures particulières pour cette zone en retard de développement, espérant que ça allait y amener plus d'entreprises, donc plus d'emplois à Saint-Pierre et dans la zone. Je prends l'exemple de l'idée qui a abouti au Grand Saint-Pierre. Et j'attends impatiemment maintenant de pouvoir directement agir par ces différents leviers pour le bien-être de la population et de ma ville.
Merci beaucoup, Christian Raffa, d'avoir été avec nous ce soir. Merci à vous. L'autre élection de ce week-end, c'était les départementales. La Martinique et la Guyane, bien sûr, n'étaient pas concernées. Mais en Guadeloupe, les électeurs de 16 cantons se sont rendus aux urnes pour le second tour hier. Taux de participation, 48,49%. Grand vainqueur, le Parti socialiste, qui a remporté 26 sièges sur 42. Troisième épisode à venir, l'élection jeudi du président de ce nouveau conseil général. Linda Kayarsi. Avec 26 élus sur 42, la Fédération guadeloupéenne du Parti socialiste et ses alliés détiennent la majorité absolue dans le nouveau conseil départemental. Une déferlante vague rose qui surfe sur un échec tout de même, la défaite de Max Mathiazin, premier secrétaire fédéral du PS local dans le canton de Sainte-Rose 1. Du côté du GUSR, Guadeloupe Unie, Socialisme et Réalité, le parti du président sortant Jacques Gillot, réélu avec 57% des voix dans son canton du Gosier, en récolte 11 sièges au conseil départemental et perd la majorité. La droite aussi sera représentée par deux binômes pour le canton de Saint-François, Laurent Bernier, Robert Lampomy-Battistia, et dans le canton de Vieux Habitants, le duo gagnant Arbo-Breslau qui remporte la victoire face à un binôme socialiste. En résumé, 26 sièges au PS, 11 au GUSR, 5 à droite. Autant dire que jeudi, lors de l'installation de la nouvelle assemblée départementale, la Fédération guadeloupéenne du Parti socialiste a les cartes en main pour choisir le président du conseil départemental. Josette Borel-Lincertin, victorieuse dans le canton des Abîmes 3, avec 65,64% des voix, fait figure de favorite. Pour rappel, c'est elle qui occupait le fauteuil de présidente de région entre 2012 et 2014, quand Victorin Lurel était encore ministre des Outre-mer. Retour en Martinique où c'est le premier vrai jour de vacances, un lundi sans école pour des milliers d'écoliers martiniquais. Pour occuper leur temps libre, certains iront donc dans des centres de loisirs ou autres accueils collectifs, des lieux encadrés par des animateurs diplômés du BAFA, le brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur. Ce matin justement, à l'initiative de la ville du Lorrain et de la FOL, la Fédération des œuvres laïques, une nouvelle promotion d'animateurs a commencé sa formation. Une quinzaine de Lorinois qui suivront 64 heures de cours. Au programme de ce premier jour, cours théoriques sur la sécurité, aspects juridiques du métier et techniques d'animation. Louis Sabas s'est glissé dans la classe, regardez. Si la terre a pris fait, non, ce n'est pas la répétition d'une chorale. Il s'agit en fait de travaux pratiques d'animation. Des chansons à mémoriser par ces stagiaires qui devront la chanter aux enfants dont ils auront la charge une fois le BAFA obtenu. Ce brevet d'aptitude à la fonction d'animateur est pour beaucoup la voie vers un premier emploi ou une reconversion. Il s'agit pour moi d'avoir une première expérience, de savoir, comme ça je pourrais savoir comment m'occuper des enfants. J'ai choisi de passer le BAFA pour des jobs de vacances et puis travailler dans les écoles. Il faut 8 jours pour boucler la formation générale du BAFA. Les candidats reçus peuvent ensuite étoffer leurs connaissances en choisissant un stage pratique, d'approfondissement ou de qualification, des options que prendront la plupart de ces stagiaires qui ont en tête un projet professionnel bien ficelé. J'ai un projet de faire le CAP Petite Enfance. Donc je fais cette formation parce que j'adore être avec les enfants. J'ai décidé de passer le BAFA et non seulement le BAFA mais aller plus loin que le BAFA parce que j'ai comme projet d'avenir de mettre une structure sur place par rapport au BAFA. Outre les techniques d'animation, les stagiaires reçoivent aussi des cours théoriques. Les volets de la sécurité des jeunes, de la responsabilité pénale, mais surtout morale des animateurs occupent une place importante dans l'apprentissage. Qu'ils soient adolescents, en primaire ou en garderie, les enfants ne sont pas laissés entre n'importe quelles mains. Tout au long du stage, nous évaluons nos stagiaires parce que nous évaluons sur les savoirs, c'est-à-dire les connaissances, le savoir-faire, les compétences, mais aussi le savoir-être, le comportement. Si pour une raison X ou Y, nous avons une suspicion, il y aura une discussion, un entretien avec ce stagiaire. Il faut compter près de 330 € afin de bénéficier de la formation générale et quasiment les mêmes sommes pour les formations complémentaires. Des aides de la caisse d'allocation familiale ou d'organismes de la collectivité sont possibles. Ce brevet est accessible dès l'âge de 17 ans. Grâce à la Fédération des œuvres laïques qui organise cette session, ce sont plus de 1200 Martiniquais de tous âges qui obtiennent le BAFA chaque année.
Réfléchir à des problématiques ultramarines, c'est ce que proposait il y a quelques jours l'association Sciences O à Paris, un collectif d'étudiants ultramarins de Sciences Po Paris. Pour la 3e fois, ils ont organisé une semaine de l'outre-mer, l'occasion de parler de grandes thématiques comme l'impact des changements climatiques sur nos régions, l'univers carcéral des DOM ou encore l'entrée dans le monde du travail pour les jeunes diplômés. Un dernier point qui soulève plusieurs questions. Quelles sont les possibilités pour les ultramarins partis étudier dans l'Hexagone, y rester, partir à l'étranger ou rentrer au pays? Eh bien, aussi brillantes soient-elles, les études ne permettent pas toujours de revenir aisément en Martinique. C'est en tout cas le constat qu'ont dressé Éric Dupuis et Thomas Delorme. Les grandes écoles, elles sont toutes en Hexagone, comme l'Institut politique de Paris. Alors pour y accéder, il faut forcément traverser l'Atlantique, un grand pas qu'a franchi Réjeanne à tout juste 16 ans. J'ai quitté la Martinique en 2011, juste après mon bac. J'ai passé le concours de Sciences Po ici et je suis rentrée juste 3 semaines, le temps de me préparer. Cette foyalaise de 20 ans maintenant est en passe de terminer ses études, mais avant de rentrer au pays, c'est bien en Hexagone qu'elle compte acquérir de l'expérience. Ce que j'envisage effectivement dans un premier temps à court terme, c'est de travailler ici pour acquérir une certaine expérience et à revenir, effectivement, j'envisage quand même de revenir sur le long terme en Martinique. Le long terme nécessite donc de passer un certain temps hors de son île natale et dès lors, le retour au pays peut devenir très vite un deuxième déracinement. La mobilité retour, ça nécessite aussi une préparation. C'est pas parce que c'est notre territoire d'origine qu'on va y aller et simplement pouvoir revenir et faire ce que l'on veut. Il y a une préparation. Une préparation pour les porteurs de projets évidemment, mais aussi pour les hautes fonctions de l'administration, par exemple le monde judiciaire moins exploité par les Antillais. Aujourd'hui, sur 9000 magistrats en exercice, je crois qu'il n'y en a que 75 qui viennent des Outre-mer, vous vous rendez compte? Donc je pense que c'est à notre génération aussi, si on a la possibilité d'étudier dans des grandes écoles comme ça qui nous permettent d'accéder à ce genre de concours, c'est de notre responsabilité d'essayer au moins de tenter notre chance. Quel que soit le parcours d'études choisi, seulement un Martiniquais sur 3 venu étudier en Hexagone retourne au pays à la fin de son cursus. Et pour ceux qui reviennent, il ne manque pas d'accompagnement s'ils veulent se lancer dans l'entrepreneuriat. En Martinique, de nombreux dispositifs sont mis en place pour baliser le parcours des porteurs de projets. La Technopole de la CACEM, par exemple, accompagne près de 40 projets par an. Et pour ce qui est de l'agroalimentaire, c'est le PARM, le pôle agroalimentaire régional de Martinique, qui joue les encadrants. C'est le thème de votre émission Pays-moi jeudi ce soir. Extrait. C'est la vue d'ensemble du nombre de références de mon catalogue. Pour l'heure, d'accord. Ouais, pour l'heure. Donc là, tu as la partie, ce que je vais appeler la gamme diagonale, qui est en fait à base de cubes. D'accord. Ça se décline en type d'usage. Donc tu as le lampadaire, ça c'est la version table, la version suspension, la version applique et la version borne. Donc, ça fait 1 an et demi que Boris a décidé de s'installer en Martinique et de créer son entreprise de conception, fabrication et commercialisation de luminaires. Il a pu bénéficier de l'accompagnement de la Technopole de Martinique dans chaque étape de son projet. Aujourd'hui, il entre dans la phase de commercialisation. Ici, de nombreux espaces de travail sont répartis sur 4 étages pour faciliter les actions des jeunes créateurs d'entreprises. Bien que la Technopole dépende de la communauté d'agglomération du centre de la Martinique, CACEM, la structure accompagne chaque année près de 40 projets répartis sur toute l'île. Voilà, Pays-moi jeudi à 20h sur ATV. Restez avec nous d'ailleurs sur ATV. Dans un instant, on ira voir comment marcher au centre-ville de Fort-de-France sans se casser la figure. C'est le grand problème des piétons à Fort-de-France. Et puis Hubert Bornil nous emmènera ensuite à la découverte d'un métier qui risque de disparaître en Martinique, le métier de sellier. Mais parlons d'abord sport avec une victoire qui est un peu celle de tous les passionnés de boxe en Martinique. Hier, la jeune Canel Léger, voilà, 27 ans, est devenue championne de France de boxe mi-moyenne, moins de 70 kg, à la salle Pierre de Coubertin à Paris. Elle a battu la championne du monde et championne de France en titre, Blandine Jouard. Nous l'avions suivi, vous le voyez, avant son départ lors de ses entraînements. Donc, toutes nos félicitations pour cet exploit sportif. Des exploits, il n'en a d'ailleurs pas manqué ce week-end à l'affiche locale. En pétanque, par exemple, les Martiniquais ont réalisé de bons résultats lors du championnat anti-Guyane. En sport collectif, on connaît désormais l'identité des finalistes des Coupes de Martinique, de handball et de basket. De même pour les playoffs de volleyball féminin. Voilà donc un bon petit week-end, riche en informations sur lequel reviennent Caril Chassol, Guy-Raphaël René et Michelet François.
En pétanque, en l'absence de la Guyane, on a principalement eu droit à un duel Martinique-Guadeloupe à l'occasion du 30e championnat. Il a vu nos boulistes s'imposer dans la plupart des catégories. Une compétition qui a débuté mercredi pour se terminer hier. Sport collectif en handball, les finalistes de la Coupe de Martinique sont connus. Chez les femmes, la Gauloise, qui a créé la surprise en éliminant l'Arsenal, sera opposée au leader du championnat, le Réveil Sportif. Chez les hommes, l'ASC Ducos a dû batailler ferme pour venir à bout du TS franciscain et se qualifier pour la finale. Les Ducosais seront face à Sainte-Anne-Cap 110. En basket également, on jouait les demi-finales de la Coupe de Martinique. Chez les femmes, l'Aiglon a créé la surprise en battant le Golden Lion. En finale, les Lamantinoises seront opposées aux Saléennes de l'Éclair. Au masculin, on aura droit à un classique USAC Golden Star qui vaudra le déplacement. En volleyball féminin, la 22e et dernière journée du championnat a vu le leader incontesté, l'Espoir, disposer de l'éveil 3-0. Victoire sur le même score du Rayon dans le derby arlésien. Pour le reste, le Good Luck, l'Éclair et l'Aiglon se sont imposés. À l'issue de la saison régulière, l'Espoir, le Rayon, l'éveil et le Good Luck disputeront les playoffs. Football pour conclure, la 19e journée du championnat de DH a vu le club colonial, vainqueur 1-0 de l'Aiglon, réaliser la bonne opération. Le Golden Lion, le club franciscain, le Golden Star et le Racing se sont également imposés. Score nul entre l'US Robert et la Samaritaine. Enfin, le Real de Tartane a signé sa deuxième victoire de la saison. Au classement, le Golden Lion a toujours 11 points d'avance sur le club franciscain. Le club colonial, avec sa victoire sur l'Aiglon, reprend sa 3e place. Suivent l'Aiglon, le Golden Star et le RC Rivière Pilote. C'est l'heure de notre coup d'œil quotidien sur vos quartiers. Tout de suite, le JT des communes. Le JT des communes qui commence à Fort-de-France où les rues menacent parfois l'équilibre des piétons. Pavés glissants, trous dans les trottoirs. On tente chaque jour de les éviter, mais pas toujours évident de marcher en regardant ses pieds. Alors parfois, on tombe dedans, évidemment. À la clé, des entorses à la cheville ou pire, des étalages sur le sol. De quoi agacer les passants, comme l'ont constaté Hélène Renaud et Elodie Toto. Un petit pas pour l'homme, un grand trou pour les rues pavées. La rue piétonne de Fort-de-France s'avère parfois dangereuse pour les milliers de pieds qui la foulent chaque jour. Vous voyez souvent des gens tomber ici sur la rue piétonne ou pas? Il y en a, regardez, il y a les ronds qui sont à terre. Les gens butent là-dessus. J'avais des mauvaises chaussures en plastique et puis je suis tombée, je me suis foulée la cheville parce qu'il pleuvait. Par temps de pluie, ce restaurateur assiste à des festivals de glissade. Quand il pleut, la rue piétonne est tellement glissante que si les gens ils courent un petit peu ou ils marchent vite, avec les tongs, ça fait une patinoire. Et les gens... Dans les rues adjacentes, les trottoirs ressemblent parfois à des champs de mines. Marcher dans la rue devient un parcours du combattant aux grandes dames des passants. Il faut réparer les trottoirs parce que quelqu'un peut faire ses pieds, c'est coincé, et puis la personne peut avoir une entorse. Parce que ça m'est arrivé au bout là-bas. Souvent, nous avons des trous, nous tournons nos chevilles, des fois même on peut rencontrer des fers qui réapparaissent sur les trottoirs. Donc il faudrait les réviser. C'est pas top quoi. Donc il faut faire attention quand on marche et puis il faut penser aux handicapés surtout parce que je constate que c'est pas approprié pour eux. La mairie ne souhaite pas communiquer pour l'instant, mais des travaux de réhabilitation seraient prévus pour le mois d'avril. En tout cas, en attendant, faites attention, vous mettez les pieds. Alors rassurez-vous, Hélène va très bien, elle ne s'est pas fait trop mal. Et puisqu'on regarde par terre, attention aux travaux. Dès ce soir, le Conseil général repeint le marquage au sol. Ça pourrait servir, celui de la rocade en tout cas. Conséquence, elle sera fermée entre les échangeurs de Pont-de-Chêne et la maternité, dans le sens Schellcher-Lamentin, de 22h à 5h du matin jusqu'à mercredi et toujours évidemment de nuit. Un coup d'œil, puisqu'on en est aux infos pratiques, sur la carte de l'EFS. Le camion de l'établissement français du sang sera stationné sur le parking de Carrefour Market à Rivière-Salée de 9h à 14h. Vous pouvez également vous rendre à la Maison du Don à la Ménard de 9h à 16h.
On termine ce journal avec un métier qu'on ne peut malheureusement pas apprendre en Martinique, celui de sellier. Une fonction peu connue mais qui passionne Alex Gustan. Depuis le temps qu'il y travaille, il assure que la filière est très porteuse et qu'elle aurait beaucoup à offrir aux jeunes Martiniquais. Encore faudrait-il qu'ils en connaissent l'existence. Hubert Bornil et Michelet François sont allés en savoir plus à Ducos. Regardez. Embarquement immédiat, je vous emmène découvrir un très vieux métier, la sellerie en Martinique. On confectionne là-bas des volants, tout pour la voiture, siège, baquet, pour la moto, le scooter de mer. Et vous allez entendre que ce monsieur nous affirme qu'il y a beaucoup d'activités. On regarde. C'est notre deuxième volet consacré au métier de la sellerie. Une belle profession qui requiert un vrai savoir-faire, mais avant tout de la passion. Je suis en train de refaire un faux plafond d'une BM X6 qui s'est décollée. La voiture a 7 ans. Cela, Alex l'a appris très tôt. Cela fait plus d'une trentaine d'années qu'il a embrassé la profession. Aujourd'hui, c'est un homme accompli qui nous dévoile les contours du métier de sellier. En Martinique, nous sommes habitués à dire capitonneur. Et le vrai nom du métier, c'est sellier. Un sellier qui fait du capitonnage. Le capitonnage, c'est capitonner une porte, capitonner un dossier de lit. C'est dommage ici en Martinique. Il n'y a pas de formation pour ça. Les jeunes sont obligés de partir en métropole pour découvrir le métier. Dans cette activité, l'homme a tout fait. On est loin ici du réparateur de fauteuils. Rien à voir avec le capitonnage, donc ici on parle d'art. Ça, c'est un volant de Peugeot qu'on a personnalisé tout en faisant une broderie dessus, le lion de Peugeot. Et puis tout ça a été cousu à la main, comme d'origine. Ce siège-là, c'est un siège de voiture Subaru. C'était pas comme ça, je l'ai créé. J'ai créé le modèle pour pouvoir le placer sur une camionnette 504. Une activité qui a toujours su entretenir son homme et aujourd'hui, beaucoup pensent qu'il y a de l'avenir dans cette profession artisanale. Il y a toutes les voitures, il y a bateaux, il y a avions, on peut faire tout. Concernant la relève, là aussi le travail a payé pour Alex Gustan. Son fils a appris à ses côtés, comme plusieurs générations de Martiniquais qui ont créé leur propre structure. L'artiste au travail, on va le laisser sur la pointe des pieds. Lexo pour les copains. Le soir, c'est Lexo. Bienvenue, c'est Alex. Voilà, on salue donc Lexo ou Alex, c'est selon. C'est la fin de votre édition locale et communale. Merci à tous de l'avoir suivi. Ne bougez pas, dans un instant, on reste tout près de vous avec Anche Pays. À tout de suite.